merci. Nous voilà un peu à la fin de cette journée avec une conférence qui en fait résume un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce qu'en fait on l'a évoqué. Je crois qu'à chacune des conférences, on en a parlé sur l'aspect Togo hub de la sous-région. Alors on a évoqué hub financier, on a évoqué un petit peu hub logistique quand même déjà jusqu'à maintenant, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais vous présenter nos intervenants. Merci, Monsieur le Ministre, d'être là aujourd'hui. Donc, je vous présente Adem Tengue, qui est le ministre du Transport, des Infrastructures maritimes. Vous pouvez prendre le micro. Économie maritime. Économie maritime. Important. Je vous présente Monsieur Favier Sébastien, qui est de Air Logistique, qui est présent au Togo, qui est transitaire de son État, hein, c'est ça? Entre autres. Entre autres. Logisticien au sens large. Logisticien. Je vous présente Chris Danarajou, qui représente le port du Havre, qui est directeur délégué du port du Havre. Oui, d'Aropa Port, oui. qui regroupe les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris. Faut aussi Eh souligner. oui, c'est vrai. J'ai vite tendance à simplifier. Aropa Port, vous avez raison. Je vous présente, donc ça vous connaissez peut-être, Eko Emidor, qui est directeur de Togo Invest. Togo Invest, c'est quoi? C'est le fonds souverain, c'est ça? Absolument, c'est le fonds souverain. Ah, il faut le mettre le micro bien près. Merci, oui, c'est le fonds souverain du Togo. Voilà. Du Togo. Et Grégory Cré, qui est directeur général de MSC Togo. Ça, c'est les lignes maritimes. Tout à fait, compagnie maritime de transport. Voilà, les boîtes qui voguent. Alors maintenant, il y a aussi du conventionnel, je pense, mais... Non, pour le moment, que que des du boîtes. conteneur à ce jour. Que des boîtes. Voilà, donc l'idée générale est de qu'on fasse un petit peu un tour d'horizon, un peu de tout ça. On va commencer par vous, Monsieur le Ministre, pour avoir un peu une sorte de vision stratégique, un peu de la chose par rapport à la politique du Togo. Alors, j'ai compris que c'était une priorité. Ça, c'est sûr. Absolument, je crois que vous avez raison. C'est une priorité. C'est inscrit dans le premier axe du plan national de développement du pays. L'idée, c'est de faire du Togo un hub logistique. Okay? Et je crois que le Togo s'est donné les moyens en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, nous avons un port, que ce soit sur le pétrolier, le minerai, le conventionnel et les conteneurs qui sont notre grand succès. Et nous jouons vraiment, si vous m'autorisez le terme, dans la Ligue des champions. C'est-à-dire que le Togo ou le port de Lomé fait partie des 5 premiers ports à conteneurs de l'Afrique aujourd'hui. Ah oui. Avec environ 1,7 million déjà pour 2021. Alors, ce qui nous avait permis l'année passée déjà de jouer dans la Ligue des champions, c'était 1,5 million d'équivalent 20 pieds. Aujourd'hui, au 25 novembre, on était déjà à 1,7 million, ce qui montre une progression et notre volonté de rester justement dans cette ligue. Et votre objectif par rapport à ça, c'est quoi? C'est encore nettement augmenter, de remonter dans ce classement, ou il faut déjà consolider votre position en fait? Oui, il faut consolider notre position, effectivement. Nous sommes attaqués de toutes parts par nos voisins qui aimeraient nous ravir la vedette, qui font des investissements massifs. Mais je crois que le Togo a anticipé sur ça. Et en dehors des investissements en infrastructure, nous pensons que nous devons aller plus loin dans la célérité, la fluidité du trafic par des investissements soft, donc dans le digital. Donc c'est le digital qui devait nous permettre de consolider cette position que nous avons, cette longueur d'avance que nous avons prise sur nos voisins. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Parce que c'est pas forcément les infrastructures qui vont vous développer, si je comprends bien. Si vous pensez que le digital, parce que c'est vrai qu'on cherche tous de l'information, enfin en tout cas, donc la circulation d'informations va vous apporter un avantage compétitif, faire augmenter votre trafic, c'est ça? Exactement, parce que nous avons déjà un avantage compétitif d'abord un avantage compétitif premier qui est naturel, c'est que c'est un port en eau profonde, donc ça permet de faire venir de plus grands navires.
Et pour comparaison, le chénal d'accès du port de Lomé, je crois que nous avons là une profondeur de 17,6 mètres. D'accord? Donc, sur les infrastructures, c'est d'abord un avantage naturel. Et sur les infrastructures, je pense que nous avons pris une longueur d'avance, notamment avec la DARS de LCT, le troisième quai conçu et exploité par le groupe Bolloré. Nous avons pris une longueur d'avance. Maintenant, pour consolider cette longueur d'avance, je crois qu'il nous faut investir massivement dans l'organisation, dans le soft, dans le digital, pour faire en sorte que les opérations soient plus fluides, plus rapides sur le corridor togolais pour pouvoir garder cette longueur d'avance que nous avons pris sur nos voisins. Nous n'entendons pas sortir de cette ligue des 5 premiers ports d'Afrique en matière de conteneurs. Je crois que l'objectif du gouvernement est ancré dans la feuille de route qui a été longuement débattue aujourd'hui lors de la première conférence inaugurale, c'est d'arriver à horizon à 3 millions de conteneurs qui passent par le port de Lomé. Donc nous sommes à 1,7 million 25 novembre. Probablement que nous allons terminer l'année autour de 2 millions d'équivalents 20 pieds. Et ce qui veut dire que nous avons encore du travail à faire pour pouvoir capturer tout ça. Alors on a généralement deux façons de développer un port. Il y a développer en fait aussi le flux entrant. Et après ça, c'est développer son hinterland, c'est-à-dire le flux sortant. C'est quoi l'interland du port de Lomé? Alors, le port de Lomé est le port d'entrée naturelle pour les pays sans littoral qui entourent le Togo. Une fois que j'ai dit ça, je parle du Burkina Faso, du Niger, du Mali et dans une certaine mesure même du Sénégal, qui a pourtant un port. Et plusieurs, d'ailleurs, de nos voisins qui ont des ports, et certains opérateurs économiques préfèrent transiter par Lomé, par exemple, pour aller au Ghana ou au Bénin. Donc, c'est pour dire que nous avons une vocation régionale. Maintenant, pour consolider notre position, pour consolider notre vocation régionale, je crois que le dernier développement, c'est le port sec de la plateforme industrielle d'Adétikopé. Il reste quelques détails opérationnels. Dans quelques jours, les premiers conteneurs seront en destination des pays de l'Interland, seront transférés sur ce port sec-là pour faire en sorte que les opérations soient plus faciles pour les opérateurs de l'Interland à partir d'Adétikopé pour aller vers la partie septentrionale du Togo et les frontières septentrionales. Vous proposez la question clairement. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'infrastructure routière à la sortie du port de Lomé pour remonter sur le Burkina est suffisante et suffisamment dimensionnée pour pouvoir écouler ce flux? Parce que bon, j'entends quand même un certain nombre de personnes qui disent oh, il faudrait quand même plus de capacité. Vous en pensez quoi? Non, je crois qu'il faut augmenter notre capacité si nous sommes dans une dynamique de consolidation de notre première place, la place chèrement acquise de haute lutte, comme on dit. Et je crois que dans la feuille, au cœur de la feuille de route du gouvernement, a inscrit la construction de ce que nous appelons l'autoroute de l'unité. C'est-à-dire que le Togo s'étend longitudinalement du sud vers le nord et le gouvernement ambitionne de construire une autoroute qui va du sud vers le nord justement pour pouvoir desservir ces pays de l'Interland. Donc, je crois que la construction de l'autoroute de l'unité viendra consolider les acquis déjà du port de Lomé et viendra renforcer cette position concurrentielle que nous avons déjà. Et c'est un projet à longue échéance? Non. Et la feuille de route du gouvernement est à échéance 2025. 2025, nous sommes à la fin de l'année 2021. Donc, si nous sommes en 2022, donc il nous reste 3 ans et je crois que nous comptons bien y arriver. À Togolais, rien d'impossible. Rien d'impossible. Ouais, c'est bien. On n'a pas parlé 2 secondes parce qu'il y a l'aspect portuaire, mais il y a peut-être aussi l'aspect aérien parce que si on veut devenir un hub logistique, c'est un peu quelque chose de global. Comment vous voyez la chose du côté aérien? Très bien. Du côté aérien, d'abord, nous sommes déjà un hub pour les passagers. L'idée, c'est de développer le volet cargo. Alors, avec l'augmentation que nous avons connue consécutive à la crise du Covid, l'augmentation du taux de fret a entraîné une augmentation du fret aérien aussi, puisque c'est un bien de substitut. D'accord? Le fait que le fret maritime augmente fait que, certainement par arbitrage, certains opérateurs
préfèrent augmenter le fret aérien pour aller plus vite. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte, donc j'ai parlé de la digitalisation, c'est de faire en sorte que l'intermodalité soit une réalité au Togo. C'est-à-dire qu'on puisse rapidement et de manière très souple, avec les outils digitaux, passer du maritime au routier, à l'aérien et peut-être dans un futur plus lointain au ferroviaire, sans formalité administrative handicapant cette intermodalité. Donc nous y pensons fortement, c'est inscrit au cœur de la feuille de route du gouvernement et nous y travaillons avec mon collègue des transports routiers, ferroviaires et aériens pour faire en sorte que l'intermodalité soit une réalité et qu'on puisse passer facilement d'un mode de transport à l'autre. Parce que c'est ça qui va faire du Togo le hub logistique que nous souhaitons être. Bon, j'aurais plein d'autres questions, mais on y reviendra après. On va commencer à faire un petit tour de top. N'enlevez pas votre micro, vous pourrez réintervenir comme ça, un peu quand vous voulez. Je trouve que, Chris Danarajou, la comparaison est assez intéressante, en fait. Parce que, en fait, la politique que vous menez, alors, pour Aropa, c'est-à-dire tout l'axe Seine, c'est ça. Ça représente quelle place sur le trafic français ? C'est le premier port de France, en fait, maintenant. Aropa Port, le regroupement des 3 ports du Havre, de Rouen et de Paris, effectivement, est la première porte d'entrée en France, quoi, en fait. Alors, je vous posais pratiquement la même question pour avoir un point de comparaison, finalement. C'est assez intéressant. On a parlé de services. Est-ce que... alors, je le sais un petit peu, parce qu'on se connaît un tout petit peu, mais en tout cas bien Aropa. Vous avez aussi développé une notion de service très importante pour arriver à vous différencier. Vous êtes dans le même état concurrentiel. Chez vous, il y a Anvers, il y a Rotterdam, etc. Il peut y avoir Marseille. Lui, il y a Accra, il y a Cotonou. Et puis, effectivement, Lagos, oui, peut-être, Lagos. Donc, on est un peu dans le même état de concurrentiel. Alors, comment on se différencie quand on a un port européen ? Effectivement, on a beaucoup de points communs avec le port de Lomé, puisque le port du Havre est aussi un port en eau profonde. En fait, aujourd'hui, c'est indispensable d'être un hub portuaire pour pouvoir accueillir les navires les plus importants, puisque vous avez besoin presque de 17 mètres de tirant d'eau, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre. Donc ça, c'est déjà en fait une première caractéristique. Nous sommes aussi reliés à des hinterlands variés et très, très structurants, quoi, en fait, pour le port de Lomé, c'est effectivement le Burkina, le Mali, le Niger. Pour Aropa Port, c'est naturellement la Normandie, l'Île-de-France, qui sont des régions de consommation très, très structurantes pour le port. Donc, quand on dit ça, effectivement, on a toutes les caractéristiques d'être un hub portuaire. Maintenant, pour devenir un hub logistique, et je vous rappelle que, effectivement, comme on le dit assez régulièrement, la bataille des ports se gagne à terre. C'est ça qui différencie effectivement la compétitivité portuaire, en fait. Ce n'est pas juste un slogan, mais c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, pour construire un corridor logistique, vous avez raison, il faut s'appuyer sur une différenciation en termes de services, donc fluidifier la marchandise, avoir des services de numérisation, de single window, pour non seulement suivre la marchandise, mais aussi avoir la possibilité de faire toutes les formalités administratives en ligne. C'est ça qui permet de mesurer aussi la performance d'un port aujourd'hui. Donc cette partie-là est très très importante et nous avons développé sur Aropa Port ce qu'on appelle un cargo community system très très puissant, très connecté avec les douanes, avec toute l'administration, qui permet aux transitaires, aux commissionnaires de suivre leurs marchandises et de faire donc toutes ces formalités le plus rapidement possible. La deuxième, je dirais, caractéristique d'un corridor logistique, c'est aussi la possibilité d'offrir une diversité en termes d'entrepôts, en termes de transit finalement pour la marchandise. Et effectivement, c'est très important quand vous desservez un hinterland d'avoir des entrepôts XXL pour déconsolider la marchandise, mais aussi des entrepôts de distribution au cœur finalement des régions de consommation pour pouvoir alimenter les zones de consommation le mieux possible. Et c'est cette différenciation, cette variété finalement en fait de caractéristiques qui fait la force d'un corridor logistique. Troisième élément, je dirais aussi très important, la multimodalité. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute pour à peu près, pour gérer 1 million de conteneurs, vous avez besoin de plus de 500 000 poids lourds de manière en trafic régulier. Pour évidemment, donc ce trafic poids lourd nécessite des infrastructures de qualité. Pour accompagner aussi ce développement, il faut des alternatives,
par le fer, par le fleuve. Juste pour donner des ordres de grandeur, hein, nous on a l'habitude de dire sur la Seine qu'une barge fluviale c'est l'équivalent de 250 camions, un train c'est l'équivalent de 90 camions. Faut avoir ça à l'esprit aussi pour pouvoir développer ces alternatives qui sont non seulement durables, mais qui offrent aussi une chaîne de logistique résiliente à tout point de vue. Et puis le dernier point, je m'arrêterai là aussi, en fait, hein, la logistique il est très important pour la logistique de s'appuyer sur l'industrie. Et effectivement, enfin, l'exemple du port sec et de la plateforme industrielle d'Adéticopé est très intéressant parce qu'effectivement, on est convaincu sur l'axe Seine que c'est l'industrie aussi qui structure la logistique. L'industrie a des besoins définis, prévisibles, structurants, et c'est très important de s'appuyer sur ces besoins-là pour finalement consolider la chaîne et organiser la supply chain, quoi, en fait. L'Afrique, pour vous, Chris, ça représente quelque chose? C'est important dans votre plan de développement? Ça représente quoi? L'Afrique, ça représente 13% de nos échanges avec le monde. C'est quand même non négligeable. C'est considérable, avec une dynamique très importante, hein, en particulier sur la côte ouest africaine. En fait, hein, le trafic de céréales se développe énormément. En fait, on exporte, enfin, on achemine, puisque c'est dans le sens effectivement des régions françaises vers l'Afrique, près d'1 million de tonnes de céréales chaque année. Alors qu'il y a encore quelques années, on était à 200 000 ou 300 000, en fait. Hein, donc, c'est un volume très, très important. Et au-delà de ça... Comment ? Beaucoup de vrac, beaucoup aussi de groupage à l'export. En fait, hein, c'est quelque chose qui est très important, qui passe souvent inaperçu, en fait. Hein, mais le groupage à l'export, c'est aussi essayer d'optimiser un conteneur de la meilleure manière qui soit en termes d'espace, mais aussi ça fait appel à un vrai savoir-faire, hein, que les logisticiens qui travaillent sur Aropaport ont pour connaître la législation, pour optimiser les choses et pour acheminer, pour faire de l'épicerie fine, quoi, pour faire de la distribution au cœur finalement en fait des zones de consommation. On a l'habitude de dire que dans le panier des consommateurs de la côte ouest africaine, il y a forcément un produit qui passe par Aropaport. Ouais. Et alors, les flux sont équilibrés ou est-ce que c'est plutôt de l'export au départ du Havre, c'est-à-dire d'un port Afrique, et pas dans l'autre sens? Effectivement, les flux sont quand même beaucoup à l'export, hein, effectivement, au départ de Rouen, du Havre. Mais on essaye aussi de développer des filières à l'import, quoi. En fait, hein, l'Europe, la France est très intéressée par des produits frais qu'on appelle à contre-saison, quoi. En fait, hein, des produits qui viennent d'Afrique et qui sont consommés en Europe. Donc, c'est des filières qui nous intéressent énormément. On a développé il y a quelques années effectivement l'importation de mangue, de tomates cerises qui venaient de la côte africaine. Et ces produits-là, effectivement, ont progressivement permis de remplacer d'autres importations que la France faisait, en particulier en provenance d'Amérique du Sud, quoi, en fait. Donc, effectivement, il y a de la place, il y a des potentialités, il y a un savoir-faire. Donc maintenant, effectivement, il faut passer de la promotion à la prospection. Voilà, le message est passé. Alors, bien sûr que pour vous, ça a une certaine importance. Plus il y a de relations entre les ports, c'est important. Mais la première question que je voulais poser, parce qu'il l'a quand même évoqué, c'est l'aspect plutôt COP26 compatible, si on peut dire, par rapport au port de Lomé. Est-ce que c'est une préoccupation? Parce qu'aujourd'hui, dans le transport, maintenant, vu les taxes carbone, que là, les chargeurs, ils commencent vraiment à se poser un certain nombre de questions. C'est quoi la préoccupation du port de Lomé par rapport à ça? Je pense qu'aujourd'hui, nul ne saurait s'affranchir des questions environnementales. Nous sommes sur la même planète, embarqués sur la même barque. Il faudrait qu'on adresse ces questions. Et je sais que l'industrie maritime a édicté un certain nombre de normes sur l'émission en CO2 de navires, l'émission en dioxyde de soufre, et que ces normes vont progressivement devenir contraignantes. Et le Togo s'adapte et se prépare à s'adapter à ces évolutions qui sont des évolutions majeures, de sorte à ce que nous puissions être en mesure, par exemple, de faire, lorsque des navires accostent dans notre port, le bilan des émissions, que ce soit les émissions en CO2 ou les émissions en dioxyde de soufre. Donc, nous prévoyons nous adapter à cela
et faire en sorte que nous continuons pas à avoir le transport maritime, mais de façon durable, de façon pérenne, avec l'idée de laisser aux générations qui vont nous suivre une planète meilleure que celle que nous avons connue, ou en tout cas dans le même état. Donc, je crois que c'est des préoccupations qui sont au cœur de la stratégie du gouvernement en termes de normes environnementales. D'ailleurs, le Togo est victime de ce réchauffement climatique avec la question de l'érosion côtière que nous sommes en train d'adresser. Donc, il nous appartient de faire en sorte que ces émissions-là, en tout cas, s'arrêtent ou diminuent, tout en continuant à pas alimenter les différentes chaînes de valeur, faire en sorte que les émissions de particules ou les émissions de gaz à effet de serre diminuent pour donner une chance à la planète. Donc, nous l'inscrivons au cœur de l'agenda. Si vous aviez un qualificatif ou un taux à donner en termes d'activité ou d'occupation du port, puisque souvent, c'est en gros, est-ce que vous êtes sous-capacitaire et donc vous avez encore la possibilité de traiter beaucoup de flux, ou est-ce que vous êtes déjà à bloc? Ah non, nous sommes à plus de 80% pour le taux d'occupation des quais, par exemple. C'est ce que les dernières études ont révélé. Ce qui veut dire que dans un certain nombre de domaines, il faudra d'ailleurs des investissements complémentaires. C'est vrai qu'un grand effort a été déjà fait, surtout sur la partie conteneurisée, mais le Togo entend être une nation maritime de première importance, dont nous entendons investir dans le vrac, le minéralier, pour améliorer le taux d'occupation des quais. Donc vous allez construire un quai minéralier? En tout cas, nous sommes dans la dynamique de réfléchir à la construction d'un quai minéralier. Donc la décision n'a pas encore été prise. Non, la décision est prise. Le tout maintenant, c'est la structuration de l'opération pour laquelle nous sommes en train de réfléchir pour voir quelle est la meilleure manière. Vous savez, les pays comme le Togo ont d'autres questions économiques comme la question de la dette. Donc, il faut trouver des mécanismes innovants pour structurer de pareils projets de sorte à ne pas alourdir. Un bon PPP. Un bon PPP. Vous avez trouvé le mot, exactement. Très bien. Pourquoi pas, Monsieur Mivedor. Alors, vous qui avez une vision fonds infrastructure, alors d'abord vous êtes concerné directement par l'aspect PIA dont on a parlé, parce que vous êtes aussi co-investisseur dans PIA, si j'ai bien compris, où vous avez fait des choses aussi pour favoriser ce port sec. Comment vous voyez un peu ces aspects logistiques tels qu'on a évoqués là, et comment vous, en tant que fonds souverain, vous intervenez là-dessus? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'est, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est critique pour le développement du Togo et ça a été mis dans le plan de national de développement et aussi retransmis dans la feuille de route. Alors, ça montre la criticalité de la chose. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? On essaie de garder l'aspect ROB. L'aspect ROB, c'est, et comme le dit le ministre, essayer d'augmenter l'interopérabilité entre les différentes modalités. Une fois qu'on a l'aéroport qui n'est pas très loin du port et aujourd'hui ce port qui a été rendu beaucoup plus efficace qu'il ne l'était parce que les activités connexes comme la manutention des conteneurs et tout ce qui est les procédures derrière, ça a été bougé vers la plateforme d'Eticopé. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a l'aspect infrastructure dans lequel Togo Invest est impliqué. Cet aspect infrastructure est plus ou moins maîtrisé. Derrière, l'État a aussi effectivement travaillé sur les procédures. Parce que un port, l'analogie qui me vient à l'esprit, c'est vous avez une voiture et vous avez le carburant. Sans le carburant, la voiture, vous pouvez la il peut-être, voilà, elle peut rouler aussi vite que vous voulez, ça ne marche pas. Alors, et cet aspect que le ministre a appelé aspect soft, le gouvernement aussi a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Alors, un élément qui appartient au soft et que je remarque qui a beaucoup participé à faire de la place Togo l'Europe, c'est la sécurité. Quand vous regardez on n'en a pas parlé, parce que c'est vrai que c'est un élément important. Voilà. Quand vous regardez en rade du port de Lomé, que j'appelais le hub maritime, vous avez des bateaux
un nombre grand de bateaux. Alors, ces bateaux viennent effectivement créer un hub d'attente qui est dû effectivement que nos eaux sont sécurisées par rapport aux eaux de nos voisins, surtout aux côtés du Nigeria. Alors, ce que cela fait, c'est que ce hub crée une économie, crée du business, tout ce qui est autour de la maintenance. C'est vrai que ce n'est pas encore très développé, mais cette opportunité... Des services au port, ça peut se développer, effectivement. Absolument, absolument. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Donc, la sécurité... Et alors, l'aspect Interland, entre guillemets, donc, quand on parle à fond infrastructure, si on peut dire, il n'y a pas 36 méthodes pour acheminer des conteneurs. Il n'y en a que 2 ou 3, mais bon, le fluvial, c'est hors de question ici, donc on enlève. Quoique ça pourrait être du feedering avec les différents ports, mais ça, je pense que ça doit déjà être relativement développé. Donc il reste soit la route, soit le rail. Pourquoi pas du rail? Alors, c'est une très très bonne question que vous posez, et elle tombe à point. Je vais utiliser votre plateforme pour... parce qu'on était sur le point, et vous le savez, d'aller à l'Africa Investment Forum à Abidjan pour aller défendre le projet du rail. Et la défense aurait été devant son Excellence le Président de la République togolaise, ce qui montre l'importance que le gouvernement accorde à ce projet. Alors, malheureusement, l'Africa Investment Forum a été, pour des raisons sanitaires, reporté. Donc, je profite de cette plateforme de rencontre africaine pour faire un appel à tous les investisseurs qui sont intéressés. On a maintenant, je dirais, une priorité signalée. Une priorité signalée par les autorités, la plus haute autorité de ce pays, qu'on veut faire ce rail. Ça veut dire qu'il faut du minéralier, parce que sans ça, enfin, le rail, pour le rentabiliser, il faut quand même des volumétries assez importantes. C'est pas avec du conteneur qu'on va rentabiliser le rail, donc il faut enfin, sauf, je parle sous contrôle de Chris, parce que... Non, vous avez tout à fait raison que c'est pas seulement le conteneur qui va effectivement rentabiliser, mais ça va ouvrir la voie. Alors, c'est comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui a commencé, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu avant l'autre, et après, ça fait un genre de loupe. Alors, une fois que... Parce que quand vous demandez, exploiter les minerais qui sont d'abord au Togo et au-delà du Togo, la question que l'on vous pose, c'est comment est-ce qu'on va évacuer vers le port de Lomé le minerai qui est exploité. Alors, bon, on a la route, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait 10 000 camions sur la route. Donc, c'est qui se prête c'est un peu le chien qui se mord la queue, cette histoire. Voilà, mais en tout cas, il faut commencer et puis se rendre compte que ce n'est pas seulement au Togo, parce que c'est un projet, là-bas, s'y intéresse, parce que c'est un projet régional. Alors, on dit le concurrent ghanéen à côté est en train de faire quelque chose. J'étais au Ghana la semaine passée. On me dit non, c'est pas aussi, il y a beaucoup d'effets d'annonce, c'est pas aussi avancé que ça. Donc, on a une fenêtre d'opportunité réelle que l'on va, il y a un bon time to market. Et donc, parliez d'autoroute il y a quelques instants ou équivalent. Et vous ne voulez pas intervenir sur l'autoroute? Enfin, je sais qu'il y a un projet qui est assez avancé. Je crois même qu'il y a des négociations. Mais vous êtes dedans, c'est un truc qui vous plaît? Non. Pour le moment, on n'est pas dedans. Il y a, je crois, des études qui se font pour démontrer quelle est la structure qu'on va utiliser. Est-ce que c'est un péage? Est-ce que c'est un péage sur le budget? Voilà, toutes ces questions auxquelles il faut répondre. Donc, c'est en cours d'être calculé. Donc, et sur ce point-là, je ne peux rien dire par rapport à... peut-être le ministre peut donner beaucoup plus d'informations. Oui, très bien. Je crois que sur la question de la partie infrastructure après le port, donc qui permet de relier l'Interland, je crois qu'il faut qu'on distingue le court et le moyen terme du long terme. OK? Et à mon sens, le court et le moyen terme, ce sera vraiment l'autoroute qui permettra de rallier en vite les pays sans littoral. Le rail pourra venir en complément, mais à un peu plus longue échéance. Pourquoi? Je ne crois pas
au désavantage compétitif du port de Lomé si nous arrivons à régler la question des infrastructures, la question du soft. Je ne crois pas à un désavantage compétitif dans le court terme lié au rail. Pourquoi? Parce que même la mise en place du rail pourrait poser beaucoup d'autres problèmes à nos concurrents. Les histoires d'écartement des rails, de maintenance des rails. À mon avis, l'utilisation des rails doit atteindre, il faut un certain temps pour maîtriser totalement l'utilisation des rails. La preuve, c'est qu'avec la Côte d'Ivoire, par exemple, le port de Lomé est concurrent. Mais n'empêche que sur un pays de l'Interland comme le Burkina Faso, n'empêche qu'une grande partie du trafic burkinabé transite toujours par le port de Lomé, malgré l'existence d'un rail reliant le port d'Abidjan au Burkina Faso. C'est vrai, la question du rail est une question importante, mais à mon avis, elle n'est pas une question immédiate. Je crois que nous avons le temps de mûrir le projet et c'est dans le pipe du gouvernement, mais je crois que vraiment l'environnement concurrentiel nous laisse le temps de mûrir ce projet. De toute façon, le rail, c'est un investissement très long terme, donc forcément, ça ne se rentabilise pas comme ça. Toutefois, quand même, la pression dit COP26, entre guillemets, d'un certain nombre et du prix de la tonne transportée en termes de carbone, peut quand même faire évoluer les choses petitement. Oui, je pense. Mais j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire des En tout cas, en France, ils y pensent. Hein. Je peux vous dire que les chargeurs... il y a déjà un rail reliant le port d'Abidjan et le Burkina. On a vu les expériences au Cameroun. Je crois que dans l'avenir, la question du rail jouera un rôle, surtout sur les questions d'empreinte carbone, puisque les consommateurs deviendront beaucoup plus regardants sur l'empreinte carbone du produit qui leur est livré. Combien de CO2 ont été émis avant que ce produit ne me soit livré. Mais je pense que, vu la structuration des marchés africains, nous avons le temps de mûrir ce projet. Pas que nous n'allons jamais le faire, mais nous avons le temps de mûrir le projet. De toute façon, le temps de construire un rail, il faut un certain temps. Non, effectivement, juste pour compléter ce qui vient d'être très justement dit, le rail est une alternative à la route, une alternative à long terme, mais c'est aussi un moyen de démultiplier l'interland, quoi, en fait. Avec le rail, vous pouvez aller beaucoup plus loin que effectivement l'interland naturel par la route, quoi, en fait. Et le fait de finalement de consacrer des destinations par le rail, enfin d'avoir un maximum de destinations à partir d'un port desservi par le rail, ça permet effectivement de multiplier les connexions possibles, en fait. C'est le modèle effectivement des ports de ce qu'on appelle du Range Nord, en fait, qui ont 40, 60 destinations à partir des ports d'Anvers ou de Rotterdam et qui desservent l'ensemble de l'Europe, quoi. Donc effectivement, il y a cet aspect de structuration par le chemin de fer est très important à long terme. Merci. On ne peut pas parler de port sans parler de lignes maritimes, parce qu'en fait, on parle d'infrastructure, mais s'il n'y a pas de bateaux et de conteneurs qui arrivent, ça ne fonctionne pas. Donc, en l'occurrence, je pense que l'affaire, c'est comment le voit un opérateur de ligne maritime comme vous l'êtes. Pourquoi vous, est-ce que le port de Lomé, c'est important, ou est-ce que de toute façon, vous êtes de partout? Ah oui, non, le port de Lomé, c'est important. La preuve, on a fait un investissement massif. Et je pense que d'ailleurs, Proparco, qui était là et qui d'ailleurs est un des partenaires qui a financé avec la SFI et la Banque africaine de développement et d'autres, ont tous justement participé à ce projet parce que c'était la première fois qu'un projet structurant sur les infrastructures portuaires était mis en place dans la sous-région, alors que d'habitude c'est plutôt dans le secteur des mines, ce genre de choses. Donc, expliquons le projet quand même, enfin ce qui a été fait. Oui, voilà. Alors, en fait, le groupe MSC a investi sur un projet de terminal à l'intérieur du port de Lomé, qui s'appelle Lomé Container Terminal, à peu près 500 millions d'euros au jour d'aujourd'hui. Il y a des investissements qui sont en cours pour justement agrandir la plateforme et amener de nouvelles grues pour augmenter justement la capacité. Alors, c'est très important. Il faut pas seulement se fier à la taille des quais et en fait, c'est le temps qu'on passe à quai. Donc, plus la productivité des quais est meilleur, plus le nombre de bateaux passe. Donc, pas forcément besoin d'augmenter immédiatement, mais bien sûr, on a en plan
la possibilité d'augmenter cette capacité aussi. Mais aujourd'hui, pour vous donner un exemple, à l'époque, MSC faisait une quarantaine de navires par an. Aujourd'hui, on est à plus de 500, voire 600 navires. Par an? Par an. Ah ouais. Donc, on est vraiment dans une dynamique de progression. On vient de passer le cap, pour la première fois, le 23 novembre, on a passé le cap de 1 million de conteneurs débarqués chez MSC, donc à peu près 1 475 000 TU, et l'année n'est même pas finie. Donc c'est la première fois qu'on atteint ce record-là. C'est un signe, malgré, je dirais, une fin d'année un petit peu en tendance à observer, puisque bon, le Covid est toujours là, donc les fins d'année, comme c'est l'hiver, les gens regardent toujours un petit peu ce qui va se passer. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel, parce qu'il y a encore des volumes qui sont transbordés ailleurs et qu'on va pouvoir ramener vers le Togo. Donc, je voulais juste ajouter... Simplement, une boîte qui sort, elle sort en combien de temps? Une boîte qui Une boîte qui arrive du navire, elle sort en combien de temps? Alors écoutez, elle peut sortir en 3 heures parce qu'elle est rechargée sur le bateau qui est à côté, comme elle peut recharger 2 jours après si le navire vient. Le but, en général, c'est un minimum entre 3 et 5 jours. Maintenant, des fois, ça peut rester plus longtemps parce que ça dépend de la congestion des pays voisins. Quand vous avez un pays qui est congestionné, forcément, les conteneurs ne partent plus lentement puisqu'ils sont bloqués de l'autre côté, donc on n'envoie pas de navire. Donc, le port de Lomé, avec ce terminal, a permis aussi de jouer un rôle de régulation dans la région. Et ça a permis justement à réduire et à limiter, je dirais, les effets néfastes de certaines congestions dans certains pays, parce qu'une partie des conteneurs pouvait être stockée ici en attendant d'arriver là-bas et permettre justement au flux de se réinitialiser. Donc c'est là où justement, monsieur le disait tout à l'heure et le ministre l'a dit dès le départ, la bataille sur la mer se gagne sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, je prendrai l'exemple comparatif qui a été donné dans le passé, que le premier port de France, c'était le port d'Anvers, à la base, parce que le volume traversait les frontières. Le Togo, aujourd'hui, dans sa politique de développer le port de Lomé, c'est bien sûr vers l'Hinterland, mais comme il l'a dit aussi, vers les pays côtiers. Et demain, avec la ZLEC qui se met en place, avec l'ouverture des frontières, on peut tout à fait imaginer qu'une grande partie de l'industrialisation qui peut se passer au Ghana à côté peut passer par le port de Lomé parce qu'on est à 15 minutes de la frontière, alors que depuis Tema, vous êtes à 3 heures. Donc de la même manière pour le Bénin, de la même manière potentiellement pour le Nigeria, vous le disiez vous-même plus tôt, qui est astronomique en termes d'économie. Au jour d'aujourd'hui, une grande partie des industries nigérianes se trouvent proches de la frontière béninoise et donc il y a des possibilités de développement, pas immédiates, mais proches. Et donc, pour MSC, votre stratégie, c'est quoi? C'est de continuer à renforcer le port de Lomé et mettre un LCT bis terre ou équivalent? Alors, j'ai toujours un exemple assez rigolo que je prends pour comparer. Le métier de manutentionnaire, c'est comme du ping-pong. Quand vous jouez avec quelqu'un qui ne joue pas bien, vous tapez la balle et puis vous attendez qu'il aille la chercher. Donc, en fait, l'objectif, c'est que cette capacité augmente partout. Pas forcément MSC qui investit dans tous les ports, mais tous les ports aujourd'hui investissent pour avoir une meilleure capacité. Donc plus ils vont vite d'un côté, plus ils reviennent vite chez nous, plus nous repartons vite aussi. Donc plus chaque port va augmenter sa compétence et sa capacité en productivité, plus le volume va augmenter et plus donc toutes les compagnies maritimes vont s'intéresser à ces passages-là. Donc c'est très important pour MSC aujourd'hui de développer de plus en plus de volume et de permettre, grâce à ça, de développer aussi l'importation vers le Togo. Puisqu'on est un call direct de l'Asie, aujourd'hui de l'Inde. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, depuis l'Asie, depuis l'Inde, depuis le nord-ouest continent, c'est-à-dire Anvers, Le Havre, et depuis la Méditerranée, vous êtes direct sur Lomé. Et depuis Lomé, vous partez maintenant sur tous les pays de la sous-région, y compris Centrafrique, Afrique centrale, jusqu'à l'Afrique du Sud. Les 500 lignes dont vous parlez, enfin les 500 bateaux dont vous parlez, c'est pas tous des lignes directes. C'est pas tous des lignes directes, il y a du feedering. Oui, non, c'est tous. Alors, toutes ces lignes d'Asie, c'est direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites plusieurs ports de Chine directement sur Lomé sans transbordement. Vous faites Le Havre directement sur Lomé sans transbordement. Vous faites Anvers directement sans transbordement. Et la même chose sur Fos, ou sur l'Italie, ou sur l'Espagne. Et la même chose aujourd'hui sur l'Inde. Et donc, de plus en plus, ça va se développer selon les flux qui passent d'un point à l'autre selon les besoins. Donc pour répondre clairement, vous allez continuer à investir? On a continué à investir, on vient de confirmer un investissement de plus de 30 millions d'euros. On va augmenter, on va avoir 2 grues supplémentaires, 2 grues mobiles qui arrivent immédiatement et 5 hectares de plus avec des RTG. Bon, monsieur le ministre, il va falloir l'agrandir ce port. Ah oui, absolument. Et je confirme
leur conseil d'administration nous a saisi de ce plan d'investissement complémentaire de 30 millions d'euros pour élargir, je crois, la plateforme vers le sud. Donc, c'est ce qui va se faire. Et cela témoigne aussi du dynamisme du port de Lomé. Aujourd'hui, nous jouons vraiment dans la Ligue des Champions, non seulement avec le nombre de volumes qui passent. Donc, j'ai parlé de 1,7 million, équivalent 20 pieds, et nous sommes qu'au 25 novembre. Mais nous jouons aussi en termes de productivité, comme il l'a rappelé. Et nous avons des navires sur lesquels le nombre de mouvements à l'heure dépasse 50 mouvements à l'heure, ce qui, dans le domaine portuaire, est quand même important pour un port africain comme le port de Lomé, qui nous permet vraiment de jouer ce jeu, hein, de jouer vraiment dans la Ligue des Champions. Donc, ces questions de productivité portuaire sont prises très au sérieux au plus haut niveau dans notre pays. Et je peux vous assurer que de manière hebdomadaire, ces chiffres sont revus non seulement par moi, mais par des personnes au-dessus de moi pour s'assurer que la performance du port suit les investissements qui sont réalisés. Donc là, des bateaux qui ont fait plus de 50 mouvements l'heure, le temps de passage portuaire dont vous avez parlé, il peut être de 2 à 3 jours, c'est-à-dire le temps qu'on finisse les formalités et qu'on sorte. Bon, maintenant, après, il y a d'autres sujets. Il y a le sujet du financement. Les clients ne sont peut-être forcément pas prêts avec le solde du montant à payer aux fournisseurs avant d'enlever. Ils profitent des franchises. Donc, des fois, ils vont à 10 à 12 jours. Mais ça ne dépend pas de la performance intrinsèque du port, mais de certaines conditions dans lesquelles les clients se trouvent. Du point de vue logistique, il y a encore de la place, il y a encore du terrain. Parce que souvent, c'est une problématique de terrain, en fait. Je pense que vous avez de la chance d'avoir du terrain. Ce qui n'est pas le cas de vos petits copains, peut-être à droite à gauche, ce qui est un vrai facteur de compétitivité d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le modèle qui est existant aujourd'hui et sur lequel s'appuie Aropa, c'est le modèle de landlord port, en fait. Donc, maîtriser la terre, quoi, en fait, comme on dit. Et effectivement, à Aropa Port, aujourd'hui, c'est 16 000 hectares sur l'ensemble de l'axe Seine. Alors, au-delà d'avoir ces terrains, il faut aussi les préparer, quoi, en fait. Préparer, les viabiliser, préparer les infrastructures, les connexions, pour que demain, quand il y a une implantation industrielle ou logistique, ça puisse se faire sur des sites qu'on appelle du clé en main, quoi, en fait. C'est ça qui fait aussi la compétitivité d'un port. Et alors, à Lomé ? Je crois que nous avons de l'espace. Leur plan de développement va aller vers le sud, donc vers la mer. Ça, c'est oui, vers la mer. Vers la mer, donc vers le sud. Ouais. Premier élément. Deuxième élément, le port sec d'Adétikopé va permettre de décongestionner la zone de Lomé de tous les conteneurs qui sont destinés aux pays de l'Interland. Troisième élément qui relève plus de l'innovation, c'est qu'avec les ingénieurs, nous nous sommes rendus compte qu'on peut optimiser en fait la compte jetée du port, la zone entre la compte jetée du port et le port de pêche, pour gagner encore des espaces qui peuvent servir ou soit à accroître l'activité portuaire ou à accroître l'activité industrielle inhérente à l'activité portuaire. Donc, il y a de l'espace, il y a des projets innovants, structurants, sur lesquels le gouvernement est en train de réfléchir pour que nous soyons toujours les premiers de la classe. On va gagner sur la mer, donc. Je vous donne juste un chiffre pour l'espace. Aujourd'hui, le terminal, il a été construit sans les 5 hectares qu'on va ajouter, sur la base des 53 hectares que nous utilisons aujourd'hui, pour une capacité de 2,2 millions EVP an. Et donc, on a encore une marge de 500 000 TU d'augmentation sans rien faire. Et là, on augmente déjà 5 hectares. Donc, cette capacité va augmenter. Et on a la possibilité, donc, dans ce projet, on a une phase 2, qui a la possibilité d'avoir un deuxième quai de 1250 mètres au sud, avec encore une autre capacité supplémentaire. Mais ça, c'est un projet dans un deuxième temps, selon les flux qui vont être générés et le projet de l'ensemble du groupe par rapport à sa capacité aussi à drainer ses volumes vers la région et par rapport à la consommation des pays aux alentours. Donc ça, c'est très très important. Alors Sébastien, vous êtes un peu au bout de la ligne, parce que finalement, là on avait les infras, avec des investissements relativement importants, les boîtes qui arrivent.
Mais en fait, vous, en tant que transitaire, vous êtes un peu... Alors, comment je qualifierais? C'est pas du tout injurieux ce que je veux dire, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu l'alternatif dans un grand monde de brut hyper internationalisé? Parce que 2 heures de logistique, je sais plus, c'est déjà important, mais à côté de Bolloré ou à côté d'autres, c'est quand même peut-être un petit peu moins important. Comment vous voyez le port de Lomé? Alors, le port de Lomé, clairement, c'est un port très compétitif. On l'a dit, on l'a redit, d'abord de par ses capacités. Les capacités sont environ à 80%, ce qui veut dire que systématiquement les autorités ont un temps d'avance et on est en train de le confirmer avec LCT. Donc la problématique n'est plus tellement, à mon avis, en termes de capacité portuaire. Elle est bien anticipée, elle est déjà là. Il y aurait peut-être encore des efforts à faire sur ce qui n'est pas containerisé, mais là encore, Monsieur le ministre vient de confirmer que le gouvernement y travaille et qu'il y aurait certainement des projets à court terme. Le port sec, c'était une nécessité, il vient d'être fait. Donc en termes de capacité, pour moi, les choses sont faites. C'est des services connexes. Aropa en parlait, le ministre aussi, via la digitalisation, parce que amener les boîtes, c'est une chose, amener les marchandises, c'est une chose. Ensuite, effectivement, il faut faire une déclaration en douane et ensuite, il faut aller les livrer. La partie douanière et la partie circulation de la marchandise. La partie douanière, là encore, au Togo, on a la chance d'avoir un guichet unique qui permet d'avoir... Qui fonctionne très bien, même. Mais des pays sur lesquels ça ne fonctionne pas, je vous vois sourire. Mais... Non, clairement, c'est une réussite. Ça marche vraiment bien. On gagne du temps et ça permet aussi, au fur et à mesure, une plus grande formalisation de ce secteur qui est historiquement marqué par l'informel. Donc là encore, c'est une bonne chose, mais on peut encore aller plus loin via la digitalisation. Les compagnies maritimes y travaillent. Le port communauté système que Monsieur le ministre veut mettre en place nous y aidera pour aller encore un peu plus loin. Il va rester une des grandes problématiques, mais qui n'est pas tellement une problématique togolaise. On va être purement sur de la logistique, la livraison. Et là, clairement, il y a encore des efforts à faire, notamment vers l'Interland. On ne parle pas uniquement de route. Un gouvernement peut décider des projets d'infrastructure, de construire une autoroute, de construire une ligne de chemin de fer. C'est le privé qui va transporter. C'est les transporteurs, c'est les camions. Et là, clairement, ça se fera de manière communautaire, ou ça ne se fera pas, notamment vers l'Interland. Et les blocages, ou plutôt les freins, sont plutôt encore vers le transport, vers le Burkina, le Niger, en partie le Mali. Il y a encore beaucoup de freins, encore un peu douaniers, mais qui ne viennent pas du guichet unique, qui viennent des contrôles le long des corridors. Et ensuite, le fait que, alors qu'on est dans une communauté économique, on devrait avoir quelque chose de très fluide du Togo jusqu'à Ouaga, par exemple, de Lomé jusqu'à Ouaga, et c'est encore pas suffisamment le cas. Donc l'enjeu pour le Togo, très prochainement, ça sera ça. Ça sera de réussir à travailler en synergie avec les pays de l'Interland, parce qu'effectivement, juste pour fixer quelques chiffres, le Burkina, c'est 22 ou 23 millions d'habitants, le Niger, 23 ou 24, et tous les ans, ça monte de manière très, 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 très forte. Donc, des ports comme celui de Lomé ou celui de Cotonou sont clairement marqués par cette situation de transit. On a beaucoup parlé d'agroalimentaire aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un secteur relativement fort. Qui dit agroalimentaire dit froid, système froid ou équivalent. Ici, pas de problème, tout circule parfaitement, les conteneurs reefers, il y a autant de lignes qu'on en veut. Alors en l'occurrence, Air Logistique en fait beaucoup, puisqu'on ravitaille une bonne partie des forces armées françaises et américaines dans le Sahel. Ah oui, donc à partir de Lomé. Et on passe tout par Lomé, effectivement. Notamment parce que les délais de sortie, alors c'est des vieux flux, l'opération Barkhane date de 2014, et à l'époque, pour aller au Niger ou pour aller au Mali, la porte d'entrée
aurait dû être Cotonou, mais les performances de l'époque du port de Cotonou ne le permettaient pas. Et depuis, ce flux est sur Lomé et est resté sur Lomé pour des raisons clairement de productivité et de professionnalisme. Et vous, votre activité, alors on a vu que chez MSC ça augmentait très fortement. Vous, votre activité, elle augmente aussi, elle est en forte augmentation? Oui, les volumes augmentent, ça c'est une certitude. Après, le métier change. Il y a une vingtaine d'années, les compagnies comme MST auraient peut-être eu juste un bureau de représentation, n'auraient pas été massivement présentes dans les pays africains. Il y a une vingtaine d'années, les grandes compagnies maritimes, elles avaient juste un peu de représentation commerciale et c'était des agents maritimes qui faisaient leur boulot opérationnel. Donc ça veut dire que l'Afrique est devenue clairement un enjeu pour les grandes compagnies puisqu'elles se sont installées en propre. Donc ça a changé le métier de groupes comme le nôtre qui se sont construits sur la représentation des compagnies maritimes. Ça nous a aussi obligés à aller chercher sur d'autres métiers, des métiers de transport et des métiers éventuellement de stockage sous toute température dirigée. Ça va être des vrais sujets dans les années à venir. Et puis toute la logistique dédiée à l'industrialisation, puisqu'on y arrive. La plateforme, c'est un port sec, mais c'est avant tout une plateforme industrielle. Donc à terme, il va y avoir de la transformation. Et donc des flux qui étaient plutôt exportateurs depuis le Togo vont certainement devenir aussi des flux d'importation pour faire la transformation sur la plateforme. Donc il va y avoir des gros changements. J'aurai une question collective après. Je crois que tu veux dire quelque chose. Oui, je vais juste faire un commentaire par rapport aux produits qui passent par le Togo, parce que c'est important. Je pense qu'il faut qu'on rappelle que le Togo est en plein PND, en plein développement industriel. Et l'élément porteur que le port apporte dans ce cadre-là, c'est un message aux entreprises qui viennent investir, qu'elles sachent que, d'une part, les intrants qu'elles veulent peuvent venir de n'importe où dans le monde, d'abord, un. Deux, qui peuvent les réexporter n'importe où dans le monde, mais aussi dans la sous-région et sur le continent. Maintenant, c'est un élément très important parce que ça a permis, je pense, au Togo et au port de Lomé d'apporter une forme de résilience dans le cadre du Covid. Parce que justement, par exemple, quand vous aviez l'habitude de commander certains produits à l'étranger que vous ne pouviez pas commander, le fait d'avoir un hub à Lomé permettait de connecter des pays qui avant ne se connectaient pas. Aujourd'hui, vous avez Lomé-Libreville direct, vous avez Lomé-Douala direct, vous avez Lomé-Angola direct. Avant, il fallait remonter jusqu'au Portugal avant de redescendre en Angola. Donc ces éléments-là sont un élément changeant dans l'économie et qui est un élément porteur. Si vous regardez l'Europe, c'est 79% de conteneurs arrivés en Europe viennent d'Europe. En Asie, c'est 59%. L'Afrique, il y a quelques années, c'était 12-17%. Et on compte l'Afrique du Sud et le Maghreb et l'Égypte. Donc, plus on va pousser à faire de l'inter-région, de l'intercontinent, plus le port sera attractif. Voilà, exactement. Plus ça va être attractif. C'est très, très important. Non, je crois que c'est vrai, surtout dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. Je crois qu'un des reproches qu'on adressait aux infrastructures portuaires ou en tout cas ferroviaires, même routières africaines, c'est qu'elles étaient conçues sur un modèle d'exportation de matières premières et d'importation de produits manufacturés. C'est-à-dire que l'Afrique est une région du monde qui commerçait très peu avec elle-même. Mais justement, avec le hub portuaire, aujourd'hui, vous pouvez mettre des marchandises sur un bateau à partir de Lomé, sur un bateau MSC pour aller à Tema, pour aller à Abidjan, pour aller à Cotonou, pour aller à Accra. Donc, comme on l'a dit dans le débat inaugural aujourd'hui, le port de Lomé, en fait, est une concrétisation de ce commerce intra-africain et d'un outil au service de ce commerce intra-africain. Et non seulement ces connexions interafricaines existent à partir de Lomé, et la productivité, comme il l'a dit, est un atout majeur aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un conteneur qui va peut-être prendre un mois pour arriver juste au port d'à côté. Si je voulais, par exemple, avant le hub logistique togolais, envoyer un conteneur à Abidjan, il fallait d'abord que le conteneur quitte Lomé,
aille ou soit à Port-Tanger au Maroc ou à Algeciras en Espagne avant de revenir à Abidjan, ce qui augmentait les coûts et augmentait les délais. Donc, cette connectivité et cette rapidité des opérations, fluidité, flexibilité, je crois, est un atout majeur pour la zone de libre-échange continentale et le Togo en est vraiment l'incarnation. Maintenant, vous avez parlé du système du guichet unique pour le commerce extérieur. Il marche bien, parfaitement bien. Le seul problème, c'est que le Togo est très ambitieux et veut s'afficher comme une nation maritime. Donc, nous voulons aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Intégrer des technologies nouvelles comme la blockchain, la géolocalisation, pour pouvoir suivre les conteneurs, suivre la traçabilité et faire tout en ligne, digitalité, tout jusqu'au paiement en ligne. Et c'est ça la volonté et l'ambition du gouvernement en termes de facilitation des opérations. Vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, et ça rejoint effectivement les commentaires précédents. En fait, quand on analyse de manière un peu macroéconomique en fait, les flux sur la côte africaine, la côte occidentale africaine, on voit bien que même en dépit du développement des échanges directs avec l'Asie, c'est indéniable, la France en particulier et les pays européens de manière générale ont gardé des secteurs stratégiques assez forts, quoi, en fait. Et effectivement, les exportateurs français exportent des stimulants, du thé, du café, des produits d'épicerie, toute la matière première aussi pour brasser de la bière, en fait, que ce soit le malt, mais aussi les bouteilles, les étiquettes, etc. Des niches d'activité comme des produits pharmaceutiques. Enfin, tout ça, effectivement, c'est des secteurs d'activité très forts sur lesquels il y a un savoir-faire, de connexion portuaire qu'il faut maintenir, qu'il faut diversifier et qu'il faut consolider, bien entendu. J'ai une question quand même à vous poser, pendant que vous avez le micro, Chris. En venant ici, en fait, c'est pas la première fois d'ailleurs que le Panda Repas, je pense qu'on est assez souvent. C'est quoi vos intentions? C'est quoi votre message vis-à-vis aussi bien des entreprises togolaises que des autorités togolaises? Vous cherchez quoi en venant ici? Cherchons à développer de nouveaux trafics, bien entendu, en fait, consolider les trafics existants, développer de nouveaux trafics, développer des trafics aussi qu'on a perdus, il ne faut pas se leurrer, en fait. Historiquement, il y avait un trafic, par exemple, de voitures d'occasion qui était très fort entre les ports de l'axe Seine et l'Afrique. Ce trafic, aujourd'hui, passe beaucoup plus par Anvers que par Le Havre, Rouen ou Paris. Aujourd'hui, voilà le message qu'on peut donner à tous les acteurs économiques présents ici, c'est retenter, reposez-vous la question d'Aropa Port, quoi, en fait, avec les nouvelles facilités qu'on peut vous offrir, cette connexion unique finalement à l'interland francilien, quoi, premier marché de consommation en France, deuxième marché dans le monde, en Europe. Donc effectivement, c'est des atouts indéniables. Il est temps aujourd'hui, depuis la création de Aropa Port au 1er juin, de se reposer cette question. Peut-être qu'effectivement la donne a changé. Merci à vous tous. Je pense qu'on va clore le débat. On a fait un bon tour de rôle. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste un petit commentaire pour le soutenir. Le même navire qui part de Anvers part du Havre. C'est la même taille. Vous gagnez du temps. Vous y arrivez plus vite pour arriver à Lomé. Donc quelque part, dans ce sens-là. Et puis, je voulais juste faire une petite conclusion par rapport aux synergies. Vous parliez tout à l'heure de l'aéroport, du port. Le développement de toutes ces activités permet en fait de croiser les logistiques. Donc le hub en tant que Togo, c'est un hub en tant que pays à tous les niveaux. Parce que vous êtes un pays très fin, vous pouvez toucher tous les pays. Et aujourd'hui, par exemple, l'augmentation des navires, ça fait aussi l'augmentation des pièces détachées, donc de fret aérien, l'augmentation du crew change, des marins qui passent par l'aéroport. Donc cette synergie, elle est vraiment partout grâce aux infrastructures qui ont été mises en place par le gouvernement. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci.